Ok les amis, on va commencer si vous êtes prêts. Je me présente, je m'appelle Nesli, je suis RM Recherche avec Foodil. Et moi, c'est Alice et je suis tutrice recherche. Elle est incroyable. Du coup, pour cette formation, on va préférer aller assez rapidement sur le cours pour passer du temps sur les QCM. D'ailleurs, est-ce que vous les avez préparés auparavant? Ok, bon, bah, c'est super. On va commencer. Alors, donc, comme on a dit, on va aller assez vite sur les notions. Parce que, bah, normalement, je les ai... Ah, super. Oh non. Je vais aller voir. Ah, ok, c'est bon. Du coup, on vous a mis quelques pièges auxquels il faut faire attention de ne pas tomber dedans. Déjà, premièrement, les érythrocytes. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est un piège récurrent QCM? Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ouais, exactement. Ensuite, il faut faire attention aussi aux petits types de promoteurs, prokaryotes, eucaryotes. Donc, si on parle d'une bactérie, ça va être un promoteur prokaryote. Et si on parle de cellules humaines, ça va faire référence plutôt à un promoteur eucaryote. Et on vous a mis en majuscule bien comprendre l'expérience. C'est bien de passer du temps à essayer de lire bien la consigne. Les énoncés ils sont super longs, mais il y a des infos essentielles. Donc, c'est bien de les mettre en lumière et souligner ce qui est important. Voilà, voilà. Alors, dans les plasmides, quand vous allez réaliser votre clonage, vous allez avoir deux types d'insertions possibles. Une insertion non orientée. Dans cette insertion-là, vous allez utiliser la même enzyme de restriction. Donc, l'insert que vous allez mettre, il va pouvoir se mettre dans les deux sens. Donc, soit dans le bon sens, c'est-à-dire avec l'ATG à côté du promoteur. Donc, dans ce sens-là, vous allez avoir une transcription possible de votre insert et donc la protéine qui va s'exprimer. Ou bien l'insertion elle peut être orientée. Vous allez retrouver cette situation quand vous allez utiliser deux enzymes de restriction différentes. Donc forcément, votre insert, il n'aura pas le choix, il devra se mettre dans le bon sens. Voilà. N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions. Mm. Et donc là, c'est ce qu'on vous a mis. Si on met du coup dans le mauvais sens, alors qu'on est dans une insertion non orientée, il n'y aura pas de traduction et pas de protéines du coup. Là, voilà. Là, on vous a mis un exemple de deux plasmides. Vous allez avoir un plasmide donneur et un plasmide receveur. Dans le plasmide donneur, vous allez retrouver la séquence d'intérêt qu'on va chercher à mettre dans le plasmide receveur. Je suis allée trop vite, pardon. Ici, c'est la séquence que vous voyez là. En regardant là, ces plasmides, est-ce que vous saurez me dire si on se trouve dans la situation où on fait un clonage orienté ou bien non orienté? Attends, je crois qu'on peut zoomer. Allez-y. C'est pas grave si vous ne trompez pas. Orienté, très Ouais, bien. c'est ça, parce que vous avez deux enzymes de restriction différentes. Dès que vous avez deux enzymes différentes, orienté. Et Et le plasmide qu'on obtient à l'issue du clonage, on l'appelle le plasmide recombinant. c'est bon pour le vocabulaire donneur, receveur. Ok, parfait. Alors, attention, piège. Je pense que la prof, elle a dû vous le dire en cours, mais il faut faire bien la différence entre transformation et transfection. Transformation, on parle que pour les bactéries, et transfection, c'est que pour les cellules eucaryotes. Donc, c'est très facile de jouer sur les deux mots en QCM, et c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de lire, parce que vous avez sans doute dû peut-être vous faire piéger déjà avec les QCM, et ça, on peut perdre des points bêtement. Voilà. Bien. Et aussi, dès lors qu'on va vous parler de modification post-traductionnelle, ça va concerner que les eucaryotes, donc que des transfections. Parce que si vous vous souvenez un peu des cours de génome,
dans les cellules prokaryotes, vous n'avez pas la machinerie nécessaire pour faire des modifications post-réductionnelles. Donc ça encore, c'est un rappel de cours. Vous avez plusieurs moyens de faire entrer du matériel génétique dans la cellule, soit électrique, on parle souvent d'électroporation, à l'aide d'un vecteur viral, soit une bactérie pour les prokaryotes, soit un virus pour les eucaryotes, ou alors des moyens chimiques, mais ça on n'en parle pas trop, ou des vecteurs synthétiques. Voilà, pas de difficulté. Alors, On va commencer avec les QCM. Euh, Vous voulez qu'on lise l'énoncé ou quelqu'un est chaud de lire? Non? non, ok, Ok, on va lire l'énoncé là. j'y vais. Tu veux dire? Ouais. Les chercheurs désirent exprimer l'ADN complémentaire codant la PI3K humaine dans les cellules de mammifères. Pour cela, ils clonent l'ADN complémentaire de la PI3K humaine dans le plasmide PXP, dont les cartographiés sont représentés ci-dessous pour générer le plasmide recombinant PXP PI3K. Donc, là, vous avez plusieurs informations. Déjà, vous avez, si vous avez bien compris, il y a le plasmide euh, qui code la PI3K humaine, lui, qu'on va insérer du coup dans le PXP, donc celui qui est représenté là. Juste, est-ce que vous avez le sujet sous les yeux? Ok, donc on vous laisse un peu de temps pour le Voilà. sortir. Comme ça, vous allez pouvoir lire les items. Je pense que ce sera plus simple. Sinon, il y a la Ouais. correction juste de à côté. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà préparé le QCM ou pas? Ouais. Euh, du coup, toi qui as levé la main. Pour la question A, du coup, c'est bon, tout le monde a le sujet. Ok, Levez la main si vous avez besoin de quelques temps en plus. Non? c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, l'ADN complémentaire peut être inséré dans le plasmide après digestion enzymatique du vecteur et de l'ADN complémentaire par les enzymes IND3 et NCO1. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu as mis vrai et tu saurais nous dire pourquoi? Parce que INF3 et NO1, ils encadrent les codons ATG, enfin ATG, TG, Ouais. en codons start et stop. Et du coup, on retrouve aussi juste après le promoteur dans le plasmide, IND3 et NO1. Du coup, si on coupe le plasmide et qu'on coupe le truc inséré, et qu'on peut le remettre actuellement. Ouais, exactement. Du coup, la question A, elle est vraie. Vous avez bien la IND3 et NCO1 qui encadrent, comme tu as dit, les deux codons. Et on va pouvoir l'insérer, puisque sur le plasmide, du coup, receveur, vous avez aussi IND3 et NCO1 donc vous allez pouvoir réaliser l'insertion. Voilà. Est-ce que c'est clair? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, niveau temps, on a le temps de se poser et de répondre aux questions. Item B, la digestion du plasmide PXP par XO1 donne un fragment de 1200 paires de bases. Est-ce que quelqu'un saurait me dire si c'est vrai ou faux? N'hésitez pas, même si vous avez peur de vous tromper, T'as c'est rép- fait, c'est le moment. t'as répondu quoi? Mm. T'as mis faux? Ok. Comment t'as fait pour calculer, du coup? Je fais tout ça, mais Si jamais les autres. parce que j'ai regardé le plasmide et j'ai regardé où est-ce qu'il coupait XHO1, Ok, quel plasmide, du coup? PXP, et qu'on est dans Ok. PXP. J'ai regardé où ça coupait XHO1 et il coupe deux fois à Ok. 570 et 1200. Ok. Et du coup, j'ai fait 1200 moins 570 pour savoir la taille du fragment qui allait partir. Ok. Et j'ai fait 4000 moins le résultat. Ok. Parfait. Et du coup, c'est bien faux. Ça fait aussi. Yes.
Donc, déjà, première chose qui est fausse, ça donne pas un fragment, mais deux, puisque bah, forcément, vous allez couper, donc vous allez vous retrouver avec la petite partie qui saute et le reste. Donc, l'item est déjà faux pour ça. Ouais. Et ensuite, quand on fait le calcul, comme tu as très bien dit, ça donne pas 1200. Ça donne 630 et 3570. C'est ce que tu as dû trouver, je pense. Et voilà. Normalement, il y a une petite erreur ici de calcul. Quand j'ai refait les QCM, c'est juste 3370 et pas 3570. Il y a 200 paires de bases qui se sont incrustées, on ne sait pas trop pourquoi. Mais donc oui, comme on vous l'a dit, ici, en soi, c'était pas nécessaire de faire le calcul parce que dans la suite des items, on ne va pas vous demander de calculer des bandes ou quoi que ce soit. Donc là, vous pouvez directement dire que c'est faux parce que vous allez obtenir deux fragments, comme vous avez deux sites. Mais oui, si jamais il fallait faire le calcul, c'est exactement ça la méthode. Commencez par faire une soustraction entre les deux sites de restriction pour avoir la distance qui les sépare. Et vous prenez le plasmide total et vous enlevez à sa taille la zone qui est entre les deux sites de restriction. C'est bon? C'est clair? Ok. Ok. Item C. L'ADN-C peut être inséré dans le plasmide après digestion enzymatique du vecteur et de l'ADN-C par les enzymes du coup XO1 et BAMH1. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Ok. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il n'y a pas de machin sur PXP. Ouais. Alors, effectivement, c'est faux. T'as raison. Et il y a une autre raison aussi. Est-ce que tu saurais me trouver il y a une autre explication? Ou quelqu'un d'autre? Ouais. Bah, si on peut être bonne machin à la cassette, il n'y a pas de codon là. Enfin, il y a pas de- Ouais, c'est ça. Donc forcément, il n'y aura pas de... il y aura pas de synthèse possible. Ok. C'est bon? Oui? Est-ce que je peux savoir où sont les sites de restriction parce que là, Les sites de restriction, t'en as ici. Tout ça, c'est des sites de restriction. Ça aussi, c'est un site de restriction. Ça aussi. Donc ça, c'est... Et lui aussi. C'est les sites de restriction que tu retrouves sur ton plasmide. Et après, sur ton insert, tu as celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Quand tu as une petite flèche à côté, c'est ça, un site de restriction. les enzymes sont Bah, du coup, C'est c'est... la même chose en quelque sorte. En gros, tu vas avoir tes enzymes de restriction qui vont reconnaître les sites de restriction. Et tes enzymes de restriction, c'est comme des ciseaux enzymatiques dans le domaine, ils les appellent comme ça. Dès qu'ils vont reconnaître les sites, ils vont couper à certains niveaux. Vous savez, elle en a parlé brièvement dans son cours, je pense. C'est des sites de restriction, non, des enzymes qui coupent en bout franc, donc complètement au milieu du site, ou bien à bout collant, ça fait un truc comme ça. Après, on ne vous embêtera pas avec ça dans les Ouais. QCM. Mais voilà, c'est ça la petite nuance entre site de restriction et enzyme de restriction. Du coup, en gros, à chaque fois que tu as la flèche, ça te montre un site de restriction. Et quand il y a écrit ECO R1, par exemple, ou IND3, ça fait référence à l'enzyme qui va couper là. OK? Euh, i- Est-ce que c'est bon? On peut passer à l'item suivant. Ok. Item D, pour amplifier le plasmide recombinant, les bactéries transformées par le produit de ligation peuvent être sélectionnées grâce à la généticine. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Au fond, tu saurais me dire pourquoi? On nous demande de sélectionner des bactéries. J'ai un truc comme la généticine, mais je suis peut-être C'est ça. Je répète au cas où les autres n'ont pas entendu, c'est parce que l'ADN codant pour la résistance à la généticine, il est sous le contrôle d'un promoteur eucaryote. Sauf que là, on vous parle de bactéries. Donc directement, ça ne pourra pas s'exprimer, la protéine ne pourra pas être produite. Ok. Oui, c'est fermé. C'est mon frère. Vas-y. OK, item E. Les bactéries transformées par PXP PI3K expriment la PI3K humaine. Qui a mis vrai? Qui a mis faux?
Ok. Pourquoi? Parce que longtemps, il est dormi. Ouais. Donc, euh, elles expriment la PI3K humaine, promoteur eucaryote. Donc, il y avait déjà. Oui, il y a Il un n'y a pas qui a pas, sauté. ouais, il n'y a pas d'expression de la PI3K chez les bactéries. C'est pareil que pour l'item précédent. Ok. Vas-y. Est-ce qu'on est bon pour l'exercice 1? Ok, pas de réponse, bonne réponse. Exercice 2. Des chercheurs ont modifié génétiquement des cellules eucaryotes avec soit le plasmide 1 en figure 1, soit le plasmide 2, figure 2. Ils ont ensuite analysé l'expression de SDF1 par Western blot sur les protéines du surnageant de culture des cellules ou sur des extraits protéiques des cellules lysées. Les résultats sont présentés en figure 3. Item A, la séquence signal présente sur le plasmide 1 sert à faire exprimer la protéine SDF1 dans le noyau des cellules. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Timide. Soyez pas timide, hein, c'est. Ceux qui ont mis faux relever la main. Ouais. Pourquoi c'est faux, selon toi? Vas-y. Et donc, ça veut dire quoi? Ouais. Et du coup, à ton avis, ça veut dire que si elles sont pas exprimées dans le noyau, elles sont quoi? Elles sont dans le cytoplasme, elles sont sécrétées. Ok. Ben là, du coup, oui, vu qu'on te dit qu'elles sont dans le surnageant de culture, ça veut dire que c'est en dehors de la cellule, donc elles vont potentiellement être sécrétées. On n'est pas sûr, mais c'est ça. Voilà. Ok. Item B, les cellules eucaryotes transfectées ont été sélectionnées grâce à la résistance à la puromycine, quel que soit le plasmide utilisé. Donc, un ou deux. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok. Pourquoi t'as mis faux? Parce qu'on a pas la BMC qui peut pour la résistance dans le temps. Ouais. Ça. Donc, si on regarde le plasmide 1, on n'a pas de gène de résistance à la puromycine, pardon. Donc, les cellules, elles seraient détruites vu que la cellule, elle serait pas résistante, vu qu'elle n'a pas ce gène dans son patrimoine. Item C, les cellules prokaryotes transformées pour produire les plasmides ont été sélectionnées grâce à la résistance à l'ampicilline, quel que soit le plasmide Ah. utilisé. Ah merde. Si Non, le, non, c'est le bon. plasmide utilisé, un ou deux. Qui a mis vrai? Ok. Qui a mis que c'était faux? Ok. Alors oui, effectivement, c'est vrai. Qui peut me dire pourquoi c'est vrai? Ouais. Parce que c'est l'une des cellules prokaryotes. Et si on regarde dans l'ADN-C, ce qui est deux plasmides, on voit résistance à l'ampicilline et c'est un promoteur prokaryote. Donc Voilà. C'est ça. Dans les deux cas, vous avez un promoteur prokaryote et un gène de résistance à l'ampicilline. Donc, l'antibiotique pourra être utilisé. Item D, le plasmide. Longtemps, il serait eucaryote, est-ce que ce serait faux du coup? Oui, du coup, parce qu'on te dit quel que soit le plasmide utilisé. Donc, si tu en avais un des deux où il y a un promoteur eucaryote, ben, ça marcherait. L'antibiotique, il détruirait la cellule. D'autres questions? Ok. Item D, le plasmide 2 code pour un shRNA qui inhibe l'expression de SDF1 dans les cellules eucaryotes transfectées et sélectionnées. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi t'as mis faux? parce que le promoteur, il est en bas. Je sais pas si ça. J'ai oublié la.
Enfin, je me suis dit, le promoteur, il est à l'envers, c'est plus, je me casse. Sur la figure. Ouais, figure 2, ouais. Alors, sur la figure 2, tu me dis que le promoteur, il est à l'envers. Ouais, c'est pour l'ADN. Pour ça, du coup, tu Ouais. dis que comme il est à l'envers, il ne pourra pas s'exprimer. Donc ça, je dois oublier comment ça se transcrit chez les. Mais du coup, non. Enfin, tu vois que là, tu as ton origine de réplication. Mhm. Donc, en soi, le sens, il n'importe pas. En plus, comme c'est double brin, ça pourra se lire Ouais. dans ce sens-là. Tu as un promoteur, un terminateur, une origine. C'est ça. Donc, Donc, ça pose pas de problème à ce niveau-là. donc, la D était vraie. Item E, cette expérience suggère que les cellules transfectées avec le plasmide 1 expriment plus de SDF1 dans leur surnageant que les cellules non transfectées. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok. Pourquoi tu as mis vrai? Euh, Ah, parce que sur le graphique, en fait, on voit que. Enfin, attends, c'était quoi? On voit que AT1, Hmm. sur l'argent, Ouais, on voit que AT1, la barre elle est plus épaisse que ASLD. ouais, exactement. Donc là aussi, vous pouvez comparer les tailles des bandes et ça va vous donner une information du coup sur la quantité qui a été sécrétée. Ouais. Ouais. C'est possible de faire un point sur la lecture du par rapport au dessus, parce que j'ai pas la lecture. Oui, c'est vrai, aussi. Ok. Bon, du coup, quand vous avez une bande déjà qui apparaît, ça veut dire que la protéine est présente. Ok? Donc là, il faut lire la petite légende qui va vous donner un peu toutes les informations. Donc, vous avez le surnageant. Du coup, le surnageant, c'est ce qui est à l'extérieur de la cellule. Donc, ça va concerner du coup les protéines qui sont sécrétées. C'est ça. Voilà. En fonction ici de l'épaisseur, ça vous donne une information sur la quantité qui est présente. Donc là, typiquement, vous pouvez en déduire que en S1, il y en a plus qu'en SNT. Si tu regardes la légende, on te dit SNT non transfecté, S1 transfecté. OK? Et là, tu as encore une autre information qui te donne une indication sur le poids. Donc là, ça va plutôt être par rapport à la taille et au poids, mais là, on ne te demande pas la taille et le poids, on te demande plutôt la quantité. OK? Et là, quelqu'un sait à quoi ça sert, bêta-actine ou pas? Ouais. C'est la protéine témoin, si elle est là, ça veut dire que j'ai bien. Ouais. Et surtout, aussi à vérifier que, elle est présente dans les mêmes quantités. Là, vous voyez que Les bandes, elles sont de taille équivalente. Donc, ça fait que non seulement on détecte la bêta-actine et aussi dans les mêmes quantités. Et c'est très important le fait que ce soit dans les mêmes quantités parce que ça vous permet, dans votre expérience, de voir que les variations mais du coup, de la taille des bandes, c'est bien dû à la protéine en question, enfin celle qu'on cherche à étudier, et pas à une erreur de dépôt ou de manip dans l'expérience. Donc, il y a un double intérêt de l'avoir. Ouais. Est-ce que c'est bon? Et ça indique aussi où est-ce qu'on se trouve. Parce que du coup, vous voyez qu'on en détecte uniquement dans les cellulisés, pas dans le surnageant. C'est ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc ça nous confirme que l'expérience, elle est bien valide. Et voilà, je pense. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, parfait. Alors, QCM suivant. Le plasmide 2, représenté dans la figure 2 de l'exercice 2, a été utilisé pour modifier génétiquement des fibroblastes humains, CSM, et analyser les conséquences biologiques de la déplétion de la synthèse des SDF1. Les CSM pardon, ont été, dans un deuxième temps, injectés à un animal. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Item A, les CSM transfectés sont sélectionnés par la résistance acquise à l'ampicilline. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ouais, vous avez compris.
C'est bien faux pour les mêmes raisons que précédemment. Vous voyez que le gène de résistance à l'ampicilline, il est sous promoteur. Attendez, où est-ce que je suis? Ouais, je peux- Ampicilline, prokaryote. Et là, on parle de fibroblastes humains, donc de cellules eucaryotes. C'est pour ça que c'est faux. Item B, les CSM expriment le shRNA même après leur injection dans l'animal. Qui a mis vrai? Ok. Qui a mis faux? Personne n'a mis faux? Ok. Donc oui, effectivement, c'est vrai parce que les CSM qui sont injectés à l'animal ont intégré donc du coup le transgène. Donc tant qu'elles sont vivantes, elles vont exprimer le transgène dans tous les cas. Il est sous la dépendance du bon promoteur eucaryote, donc ça fonctionne dans toutes les cellules qui ont été transfectées. Et aussi, petite précision au cas où, au niveau du vocabulaire, un promoteur constitutif, ça implique que le gène, enfin l'ADN qui suit, il pourra s'exprimer dans toutes les cellules de l'organisme. Ça arrive que dans certains QCM, genre par exemple là, vous aurez pu avoir promoteur eucaryote spécifique des fibroblastes. Et dans ce cas-là, on peut vous faire des pièges aussi au niveau des items. Donc, c'est important de bien lire les plasmides et de bien lire les énoncés pour ne pas perdre des points inutilement. Et encore une fois, attention au piège avec les globules rouges, du coup, qui n'ont pas de noyau. Voilà. Item C, on peut considérer que les animaux qui sont injectés avec les CSM reçoivent un traitement de thérapie génique ex vivo. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi tu as mis faux? Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on fait des jeux et des jeux. Pour toi, c'est quoi une thérapie? Ok, et pour toi, c'est quoi une thérapie in vivo, du coup? Il y a ex vivo et in vivo. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Ouais, Ex vivo, c'est quoi quand on sort la cellule et qu'après on la remet? Ouais, c'est ça. exactement. Et là, du coup, t'es typiquement dans ce cas, puisque tu as sorti les cellules, t'as injecté ce que tu voulais mettre dedans, et après, tu les as insérés, entre guillemets, dans le patient, quoi. Ouais. Du coup, c'est bien ex vivo. Alors que in vivo, ça aurait été injecté directement à la personne. Donc, c'est vrai. Et item D, les animaux transmettront la modification génique à leur descendance. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok. Pourquoi t'as mis faux? Bah, je me suis dit que enfin, on avait vu dans le temps que c'était interdit que ça se fait à la descendance. Du coup, je me suis dit que peut-être ils ont fait un truc avec. Ok. Alors, est-ce que Mais quelqu'un a quelle une raison? autre raison? Oui. Ils les ont pas mis dans des organismes. Et du coup, Oui. c'est pas parce qu'ils l'ont juste mis dans l'animal et du coup, Mm, c'est pas dans. C'est ça. c'est ça. L'injection, elle a lieu sur des cellules somatiques. Donc, à ce moment-là, le transgène, il va rester dans les cellules et ce ne sera pas transmis à la descendance. Alors que si on fait l'injection au niveau de cellules germinales, là, va y avoir possibilité de transmission à la descendance. Donc, c'est typiquement le cas du coup de la transgénèse additive. Là, le but, c'est d'introduire des modifications qui seront durables dans le temps, qui se transmettront, pardon, à la descendance. Item E, les chercheurs peuvent transfecter les CSM avec l'ADN codant une protéine fluorescente verte, le GFP, et analyser le devenir des cellules génétiquement modifiées dans les animaux vivants et anesthésiés sous une caméra à fluorescence. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Donc, c'est bien vrai. C'est le concept de la GFP. T'as des questions par rapport à ça ou pas? Non. Ok. Ok. Euh, Alors, Maintenant, on va vous parler du séquençage selon, comment on dit? du Sanger, ouais. Sanger. Et du comment la prof? Sanger? Sanger? Sanger?
Ah, ok. Ok, super. Allez. Du coup, pour le séquençage selon Sanger, vous allez avoir besoin d'ADN à séquencer, d'amorce, d'ADN polymérase et pas d'ARN polymérase. C'est un piège qui tombe assez souvent. De désoxyribonucléotides, de didésoxyribonucléotides et de sel et eau. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que c'est les didésoxyribonucléotides? Qui sait à quoi ça sert? Ouais, En fait, il y a le nucléotide, on enlève le OH, et du coup, quand on les ajoute, ça arrête voilà. Ouais. Du coup, pour développer le concept, on va utiliser 4 tubes. Dans chacun des tubes, on va faire une élongation d'un brin d'ADN en présence de 10 désoxyribonucléotides et de désoxyribonucléotides. Donc, comme tu viens de le dire, ça va permettre d'arrêter la réplication. Et au niveau des probabilités, globalement, dès que vous allez rencontrer un désoxyribonucléotide, ça va s'arrêter. En fait, vous allez avoir des fragments et à chaque fois, ça va s'arrêter au niveau d'un désoxyribonucléotide. Ça fait que lorsque vous allez analyser les différents fragments par électrophorèse, vous allez être capable de retrouver la séquence. La séquence du brin matrice ou du brin codant. Quelqu'un a une idée? Des fois, c'est pas très clair, la notion de brin matrice et brin codant. Là, du coup, je vous donne un indice. Vous allez étudier la transcription d'un brin d'ADN. Donc, ce que vous allez récupérer dans les tubes, ce sera quoi? Le brin matrice ou brin codant? Brin matrice. Non. Non matrice, donc le brin codant. Tout le monde est d'accord? Donc, par exemple, pardon, si je zoome là, le brin, du coup, c'est lequel le brin matrice entre les deux? C'est lui ou c'est le bleu? Le bleu. Et le brin codant, du coup? Celui du haut? C'est l'inverse. C'est ça, c'est juste le brin codant, il est genre là. Ah, ok. Ouais. Ouais, parce que là, on vous a. Là, on a vous pas avez... Ouais, c'est pas représenté en totalité. Attends, on peut mettre le truc. Bon. 5', 3'. Donc, c'est bien ce que tu avais dit. En violet, c'est le brin codant. Et en bleu, c'est le brin matrice qui va servir pour la réplication. Et donc, en jaune, ce que vous avez, c'est bien le brin qui va correspondre au brin codant. Voilà, donc celui qui va être reproduit en gros. C'est Mais ça. du coup, on utilise le brin matrice pour le retrouver. Voilà. Ok. Du coup, les plus petits fragments, ils vont migrer le plus loin. Ça fait que pour lire le brin complémentaire au brin matrice, vous allez le lire dans ce sens-là. De base en... C'était inutile ma flèche, mais je pense que vous avez compris. Est-ce que c'est clair, brin codant, brin matrice? le sens de lecture. Ouais. C'est bon? Ouais. Ouais, la partie du séquençage-là, comment on fait pour retrouver le brin matrice? Dans quel sens on va pas vraiment des choses. Le brin matrice. Alors du coup, là, ce que tu vas lire, ça va être le brin complémentaire au brin matrice. Ouais. C'est ça. Mais du coup, il faudra que si tu veux retrouver le brin qui est du coup complémentaire de ce brin que tu as trouvé, il faudra que tu te mettes en inverse. Parce que du coup, là, je sais pas s'il y a un. Ouais, On va le voir dans les QCM. Non, on va le voir directement dans les QCM et tu comprendras. J'espère. Ok. Est-ce que pour l'instant c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. Ouais, c'est le moment. Ok. Ok, on va passer au QCM. Tu veux lire? Pas ici. Après avoir amplifié le précédent fragment par PCR, les cliniciens ont demandé son séquençage. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessus. Indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes. A. Le séquençage fait intervenir entre autres une amorce, une ARN polymérase, des désoxyribonucléotides, c'est ça? Des XTP, des désoxyribo, voilà, et de l'eau. Vrai ou faux? Pourquoi? Faux. Voilà. Voilà. C'est ça, vous C'est avez bien, compris. ça suit. Ouais. Il n'y a
il n'y a pas le sel dans la. Enfin, du sel aussi, normalement. Est-ce que ça aurait été synthétisé? Non, parce qu'on te dit pas, on te dit entre autres. Ouais. On te dit pas uniquement nanani, nanana, là, ça aurait été faux. C'est ça. Item B, le séquençage consiste à synthétiser des brins d'ADN différents en taille. Vrai ou faux? Ouais, vrai. Item C, le séquençage selon Sanger consiste à couper l'ADN nucléotide après nucléotide et à les analyser afin de connaître leur enchaînement. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Donc oui, effectivement, c'est faux, c'est pas ça le concept, on vous l'a rappelé. Mais ce concept, du coup, bah, c'est de synthétiser de l'ADN et pas juste de le découper. Ok. Donc, item D, c'est là où on va revoir cette histoire de brin synthétisé, matrice, codant. La séquence du brin synthétisé, bon, je ne vais pas vous lire la séquence, mais on va faire l'item D et E ensemble. Donc, comment on va lire ce qu'on veut retrouver? Ouais, De bas en haut, c'est ça fait A, ouais, ouais. C, A, C, C, G, T, C, G, T. Ok. Est-ce que c'est bon ça déjà? La séquence du brin synthétisé. Donc, on vous demande le brin synthétisé, vous partez du bas et vous remontez comme ça en fonction du coup, de la taille et ça va vous donner l'enchaînement 5', 3'. Ok? Ok. Est-ce que tu peux me redire, comme ça je note? Allez. T'es sûr d'avancer? A, Ouais. G, T, P, A, C, C, G, T, Mhm. C, T, G, C. Ok. Ça, c'est le brin synthétisé. Hors contexte, on te prend un peu pour un fou, mais au calme. Du coup, on va reprendre ça. Au niveau de l'orientation, ici, vous êtes en 5', 3'. Il y a des questions? Bah là, du coup, on va... Attends, qu'est-ce que tu comprends pas ici? Les nucléosides, c'est par rapport à DDATP, ça veut dire nucléoside A. Non, regarde, sur ton, tu vois, en haut, on te dit lequel c'est ATP, CTP, etc. Et donc, ça correspond en fait à si c'est A, C, etc. Ok? Donc là, ce que tu as juste à faire, c'est partir du bas. Tu regardes le fragment le plus léger, en gros, le plus petit, celui qui est tout en bas. Tu vas regarder dans quelle colonne il est. Donc là, c'est un A. Et ensuite, donc ce sera ton premier nucléotide, A. Ensuite, tu vas remonter, tu vas regarder lequel est le deuxième. Donc là, c'est quoi le deuxième? G. G, ouais. Et ensuite, Le troisième T. ouais, T. ouais. Et après, tu remontes. Et ça, c'est le brin qui a été synthétisé, du coup. C'est parce que du coup, vos 10 DSO, enfin DD, etc., là, ça va couper direct après. Et là, on le lit dans ce sens-là parce que le plus petit, ce sera là où, enfin, ce sera le fragment le plus court. Donc là où vous allez avoir la première coupure. Et à chaque fois, vous allez avoir des coupures, des coupures, des coupures. Donc, on va dire nucléotide par nucléotide, vous allez avoir le fragment de l'ADN que vous synthétisez. Et c'est pour ça que c'est ça qui est en train de grandir. Et c'est pour ça qu'après, on regarde ces trois pistes avec chaque nucléotide. Comme ça, vous pouvez reconstituer le brin. Est-ce que c'est plus clair au niveau de ce qui se passe dans le séquençage? Vous avez d'autres questions? On va continuer pour toute cette histoire de brin synthétisé, brin matrice, etc. Donc là, le brin qu'on vient de lire, ça correspond au brin synthétisé. Ce brin synthétisé, on a dit qu'il est complémentaire au brin matrice. Parce que si on redessine les doubles brins, etc. Attends, quand je suis en... Vas-y. Là. Ça va donner quoi, là, du coup? Prime. Pour le brin matrice. Attendez, doucement, doucement. Ok. T. C, Ouais.
P, G, G, C, A, G, A, C, G. On reste Ok. sur la folie. Ouais. Ok. Donc là, vous avez votre brin matrice. Et ici, bon, le brin codant, ça correspond au violet. Je le redessine pas, mais ça correspond à la séquence codante. Et là, juste, il va falloir faire attention aux 5' et aux 3'. Donc là, vous avez retrouvé le brin matrice, mais pour pouvoir le lire ici, il faut que vous le remettiez dans le bon sens. Donc, de 5' en 3'. Ça va donner quoi? Qui veut le faire? Peut-être le pauvre, il a assez souffert de sa folie, là. Quelqu'un d'autre veut se lancer? C'est pas compliqué. Vas-y. Bon, bah, Allez, allez, t'es bien parti. t'es le fou de cette salle. Je vois bien. G, C, A, G, A, C, G, G, C, A, C, C. C'est ça. Bravo. Félicitations. Tu sais lire des lettres à l'envers Sens. et dans les bons sens au final. Donc, au final, l'item E est bien vrai. Il y a plusieurs manières, du coup, il y a plusieurs étapes en fait, à respecter avant d'arriver au fragment final. Et il ne faut pas juste en louper, sinon vous allez omettre des informations. C'est ça. Parce qu'en allant vite, oula, Vous pouvez vous dire direct, ah non, c'est faux, oh non. c'est l'inverse, c'est dans le mauvais sens, mais il faut bien regarder 5', 3', qu'est-ce qui est dans le bon sens, etc. Ouais, voilà. Vous pouvez vous dire, ok, c'est ça le brin complémentaire. Donc là, je vois que ça commence pas pareil, donc c'est mort. Mais non, comme elle vous l'a dit, juste ça a bugué. Ok. QCM suivant. Juste, c'est bon pour le séquençage selon 100G. Allez. On va passer à l'item au QCM suivant. Excusez-moi. Les chercheurs ont identifié une protéine du virus SARS-CoV-2 de 55 kilodalton qui pourrait servir pour la vaccination contre le Covid-19. La séquence codante pour cette protéine est disponible dans un plasmide PCOV sous la dépendance d'un promoteur eucaryote. Toutefois, les industriels veulent produire la protéine dans un système prokaryote, dont la séquence est présente dans le vecteur PPROM. Il est donc nécessaire de remplacer le promoteur eucaryote par un promoteur prokaryote. Vous noterez que la séquence de la protéine COV2 comporte un tag histidine. Le vecteur obtenu sera appelé PCOV-Pro. Pour obtenir le vecteur PCOV-Pro, les plasmides PCOV et PPROM sont digérés par l'enzyme IND3. Par la suite, les fragments d'ADN correspondant au promoteur prokaryote issus de PPROM et au vecteur sans le promoteur eucaryote issu de PCOV sont purifiés et mis en présence de tous les éléments nécessaires à une ligation dans un tube. Les bactéries sont ensuite transformées par le produit de ligation. Les chercheurs souhaitent obtenir un plasmide contenant le promoteur prokaryote correctement orienté en amont de la séquence codant COV2. Déjà, quel est le plasmide de donneur et receveur? Lancez-vous. Vas-y. Le plasmide donneur, je crois que c'est P-prom et le plasmide receveur, c'est P-pop. Ouais, c'est ça. On vous dit, on veut mettre le promoteur prokaryote dans le plasmide où il y a le promoteur eucaryote et les remplacer. Donc, tu as bien raison. Voilà. Item A, les bactéries transformées sont sélectionnées grâce à la résistance à l'ampicilline. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok, c'est bien vrai. Ouais, si vous regardez là, donc tu as bien dit que le plasmide de receveur, c'était PCOV, donc c'est lui qu'on va regarder. Et vous avez bien, du coup, la résistance à l'ampicilline. Voilà. Item B, les bactéries ont pu être transformées par électroporation. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? C'est bien vrai. L'électroporation fonctionne aussi bien sur les cellules prokaryotes que sur les cellules eucaryotes. Et là aussi, il n'y a pas de problème entre bactéries et transfection, transformation. C'était un petit peu le piège qu'il y aurait pu avoir. Mais là, c'est bon, c'est pas... Comment c'est quelle technique là pour les prokaryotes? Bah, pour moi, tout marche sur les deux. Il me semble juste pour le moyen chimique,
ça marche que pour les eucaryotes, normalement, ce que j'ai revu. Mais à revérifier juste. Oui, C'est quoi l'électroporation? C'est c'est comme un pistolet à plasmide. ouais, exactement. Voilà. L'électroporation, c'est pas, on passe par un champ électrique pour dépolariser la membrane plasmique, ça permet Oui, mais du coup, ça avec un espèce de pistolet qu'on fait ça. Ouais, c'était juste. Ouais. Ça m'amuse un peu que ce soit un pistolet, mais ouais, c'est ça le C'est ça le concept. concept. Après, on ne viendra pas chercher dans les détails Ouais. comment ça marche, mais oui, en gros, il faut savoir que comme si tu prenais ta cellule, tu mets un pistolet, tu déclenches et ça passe. Voilà. Alors. Item C. Vas-y. Cette stratégie correspond à un clonage orienté. Donc, on a dit qu'on utilisait quoi? On utilise IN23. IN23. Est-ce que c'est orienté ou non orienté? Ouais, c'est non orienté. Du coup, vous utilisez qu'une seule enzyme. Donc, l'insert, il peut se mettre dans les deux sens. C'est bon? Item D, le plasmide recombinant PCOV Pro a une taille de 6300 paires de bases. Bon, là, du coup, on va rentrer dans les calculs. En soi, c'est pas compliqué, mais il faut juste avoir la logique des étapes, enfin, et comprendre ce qu'on fait. Et c'est ça qui pose problème au début. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment est-ce qu'il s'y prend pour répondre à ce genre de QCM? Personne d'autre? T'as envie de lever la main, toi, non? Je l'ai fait, mais je suis pas sûre. Bah, tant Vas-y. mieux. Allez. Lance-toi. Ok. Bah, d'abord, j'ai fait une des trois à 500 et à 10. Du coup, ça m'a donné 490, Ouais. Ok. 5010. Mhm. Et ensuite, j'ai fait avec PayPal. Mhm, Donc, j'ai fait 3100 moins 2300, ça m'a donné 800. mhm. Et après, j'ai fait 510 plus 800, et ça m'a fait 5800. Ouais, C'est ça. très bien. Donc, première étape, on va regarder la taille du fragment que l'on va insérer donc sur PayProm. On vous dit qu'on digère par IND3. Donc, pour trouver la taille du fragment que vous allez insérer, vous faites 3100 moins, du coup, 2300 et ça vous fait 800. Donc, vous allez rajouter un fragment de 800 paires de base à votre plasmide PCOV. Attention, on n'oublie pas d'enlever à ça la partie qui va être aussi digérée par l'enzyme, parce que si PPROM est digéré par IND3, PCOV l'est aussi, et il y a, comme on l'a dit, IND3 qui est présent aussi, enfin des sites de coupure sur PCOV, qui se situe donc à 10 et à 500. Donc il y a un fragment de 500 moins 10, donc 490, qui va sauter. Et donc ça, vous allez devoir forcément le soustraire à la taille initiale de PCOV. Donc la taille initiale de PCOV, c'est 5500, auquel du coup, vous allez enlever 490. Donc ça vous fait 5010. Et là, avec ce 5010, vous pouvez additionner le fragment que vous allez insérer. Donc ça vous fait 5010 plus 800 et ça donne bien du coup 5810 et c'est pas ce qu'on vous proposait. Est-ce que c'est bon ça? Que c'est important de bien comprendre les étapes et ce qui se passe parce que cette méthode, ce ne sera pas ça systématiquement dans les QCM, enfin, ça dépendra de vos plasmides. Là, moi, ce qui m'a aidé, c'était vraiment de les voir comme du découpage. Parce qu'au final, c'est ce que c'est des ciseaux enzymatiques. Donc, bon, là, enfin, on ne peut pas trop le faire, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est annoter à chaque fois. Je prends un stylo d'une certaine couleur et je refais les coupures avec les sites de restriction. Ça me permet de vraiment visualiser ce qui se passe. Et carrément, des fois, je barre un peu la séquence que je dois enlever, je me fais des flèches, parce que du coup, vous allez avoir aussi des situations où vous n'allez pas avoir à enlever
de séquence sur votre plasmide receveur, parce que vous allez avoir juste un site, par exemple. Donc, prenez pas ce qu'on vous a fait comme un guide à faire à chaque fois. Il faut bien que vous regardiez les plasmides et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il faut être super organisé et n'hésitez pas à le refaire sur le brouillon Ouais. avec juste les infos essentielles parce que là, en gros, ce qui compte, c'est IND3, tous les trucs en mode écho R1, PST1 et tout. Tant qu'on ne vous en parle pas, vous vous en foutez. Donc, ça embrouille juste l'esprit pour rien, en fait. Ouais. Et c'est du temps gagné au final pour la résolution des QCM Ouais. parce que directement, en refaisant le plasmide, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin et vous allez pouvoir directement mettre vrai ou faux, etc. parce que vous avez pris le temps de bien comprendre. Vous avez une question? Et, par contre, moi, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait la première édition. La première. 3100 et 2300. Ça, c'est pour avoir la distance, enfin, pour avoir la taille de ton insert. En gros, ce que la bactérie, l'enzyme, elle va faire, c'est qu'elle va couper du coup là et là. Et ce qui reste ici, elle va le mettre là. OK? Donc, ça, il faut connaître forcément la taille pour pouvoir ensuite l'additionner au plasmide receveur. OK? Vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? On va continuer alors sur l'item E. Le plasmide PCOV Pro peut être utilisé pour produire COV2 chez les eucaryotes et les prokaryotes. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? T'as mis vrai? Non. Qui a mis faux? Ok. Oui, c'est bien faux. Parce que forcément, on a remplacé un promoteur eucaryote par un promoteur prokaryote. Donc, il n'y a pas les deux, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça, c'était le but de l'énoncé, enfin de l'expérience. Ensuite, des clones bactériens ont été obtenus après transformation et sélection. Afin d'identifier si les clones correspondent bien à des bactéries transformées, les chercheurs ont extrait l'ADN plasmidique des bactéries. Cet ADN est dirigé par différentes enzymes de restriction. Les fragments obtenus sont analysés sur un gel d'électrophorèse comprenant une piste avec un marqueur de taille. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Item A. Quel que soit le sens d'insertion du promoteur dans le plasmide PCOV, il peut y avoir une transcription de la DNC de COV2. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi tu as mis vrai? C'est dit dans le cours. C'est dit dans le cours, c'est-à-dire? La Développe. transcription est possible et la traduction. Ok. Et toi, pourquoi tu as mis vrai? Parce que la prof a dit qu'il y avait toujours transcription et la traduction. Non. Elle vous a dit ça cette année? Non, je pense. Parce que là, l'item, il est compté faux. Elle a dit ça pour le sens. Elle a dit qu'il était transcrit s'il était inséré dans le mauvais sens, mais l'ADN faux, donc il était inséré dans le mauvais sens, pas le promoteur. Elle avait dit que si le promoteur était inséré dans le mauvais sens et que AUG était à la fin, Ouais. il était quand même transcrit, mais pas traduit. Mais à aucun moment, il ne va parler du promoteur. Ok. C'est une annelle, ça? Ouais, c'est une année. Bon, dans l'annelle, elle est comptée fausse. C'est en fait la transcription, elle va démarrer, mais vous allez directement rencontrer un codon stop. Donc vous n'allez pas coder, vous n'allez pas pouvoir transcrire au final la DNC. Donc pour moi, c'est faux parce que vous ne pouvez pas transcrire la DNC vu que directement vous allez rencontrer un codon stop. Ça, c'est pour la traduction. Mais là, c'est le promoteur, mais alors, du coup, de transcrire. Ah, mais oui, ah oui, là, c'est le promoteur. Ah oui, ok. Pardon. Oui, ok, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. C'est parce que le promoteur, il est dans le mauvais sens, donc vous n'allez pas pouvoir démarrer la transcription. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais du coup, tu vas tomber sur le terminateur. Et tu n'auras pas, ouais, là, donc, Si la flèche, là, on la met dans le sens inverse, forcément, ça ne va pas transcrire la bonne chose. ouais, c'est ça. Oui, tu as raison. Du coup, ça parle du promoteur et Ouais. pas du plasmide. Donc, c'est bien faux. Est-ce que c'est clair? Je ne vous ai pas trop emmêlé les pinceaux, c'est bon? Ok.
N'hésitez pas à nous arrêter hein, si c'est pas clair. Ouais. Ok. Alors, l'utilisation de l'enzyme NOT1 permet d'évaluer la taille du plasmide. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Et toi, au fond, pourquoi t'as mis vrai? Parce que, on regarde le placement, on voit qu'il y a plusieurs types de restrictions avec, avec l'enzyme NO1, du coup, on voit qu'on a différents fragments. Par contre, fais Attention, il y a NCO1 et NOT1. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul site de restriction pour NOT1 sur le plasmide PCOV. Il est ici. Et dans l'insert, il n'y a pas d'autre NOT1. Donc, effectivement, c'est vrai. Et est-ce que maintenant, tu sais qu'il n'y en a qu'un seul, tu saurais dire pourquoi c'est vrai, selon toi? N'hésite pas. Si jamais tu te trompes, c'est pas grave. Oui. Là, on a coupé avec note 1. Donc, il va se passer quoi quand il est déjà linéaire? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux T'obtiens quoi comme étudier sa information? taille ou pas? C'est de voir, tu Ouais. compares le recombinant et le non recombinant. Enfin, le vide et le... Ouais. Et comment est-ce que tu peux déterminer lequel est recombinant ou vide en faisant ça? C'est ce que tu as dit, t'es dans la bonne voie. Et sinon, à côté, comment? Attends, j'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il a inséré l'insert. Donc, ben, ouais, ça, comme tu coupes une fois et que tu obtiens le vecteur linéaire, tu pourras comparer la taille des deux. Et le recombinant, ce sera celui qui aura une taille qui correspond à la taille du vecteur plus celle de l'insert. C'est ça. Donc, item B. Ok. Item C, l'utilisation de l'enzyme IND3 permet d'identifier les plasmides contenant le promoteur eucaryote. Qui a mis vrai? Ok, une personne. Qui a mis faux? Je vais mettre là. Ok. Ouais. Pourquoi t'as mis faux? Pour la D, la C. Du rose. Voilà, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Ok, donc tu mets vrai. Et il y en a qui n'ont pas changé d'avis, qui considèrent que c'est faux quand même. Ou pas. Donc c'est vrai pour vous? Ok. Alors oui, effectivement, c'est vrai. Quand vous allez faire votre... Quand vous allez couper avec IND3, qu'est-ce qui va se passer? Version 90, sauf le 5010 pour le plasmide non recombinant. S'il était recombinant, on aurait un plus grand de 4000 et l'autre à 2000. C'est ça, du coup, vous allez avoir une bande qui va correspondre à l'insert et une autre bande qui va correspondre au reste du plasmide. Et ce qui va changer entre le recombinant et le non recombinant, ce sera la taille du fragment qui correspond à l'insert. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vois des têtes un peu inquiètes. Comment? Ok, c'est à quel niveau que tu bugs? Ok, je recommence le pire. Ouais, bah vas-y, je recommence. Donc, on te demande si on digère avec IND3, tu peux identifier les plasmides contenant le promoteur prokaryote. Donc, les plasmides contenant le promoteur prokaryote, c'est ce qu'on appelle le plasmide recombinant. Donc, c'est celui auquel, du coup, on a pris le promoteur prokaryote sur PPROM et on l'a mis sur PCOV après avoir enlevé cette partie-là. Donc, forcément, tu auras deux plasmides de taille différente. Si tu digères avec IND3, soit le plasmide, il n'est pas encore recombinant, donc dans ces cas-là, tu vas te retrouver avec deux fragments linéaires, un qui fait cette taille-là et un qui fait juste cette taille-là.
comme il a dit ton collègue, de 490. Par contre, si tu digères alors que le plasmide, il a déjà reçu l'insert, celui-là, tu vas aussi te retrouver avec deux fragments linéaires, mais qui ne font pas la même taille. Tu auras toujours lui. Par contre, lui, il a été dégagé. Et à la place, tu auras quoi? Celui-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça permet de différencier les deux. C'est bon? J'essaie Ok. de faire un dessin. Non, lui, c'est le plasmide receveur qui n'a pas été encore recombiné. Le recombiné n'est pas représenté sur le... Ah mince, ça se voit sur plus. le... Bah là, c'est ce que j'étais en train de vous dessiner en fait. Du coup, tu m'expliques, j'essaie de le représenter. Du coup, le recombinant, c'est lui. Tu as pris le fragment de 800 et tu l'as ajouté sur ce qui est resté ici. OK? Ouais. On peut faire que l'électrophorèse quand c'est en linéaire ou tu peux faire quand même quand c'est en format Pour moi, c'est quand c'est en linéaire, mais je suis pas sûre. À vérifier. Ouais, parce que ce que tu observes à l'électrophorèse, c'est les fragments. Et ça va être, enfin, en gros, dans le déroulé, vous faites d'abord votre clonage. Vous allez obtenir votre plasmide recombinant. Ensuite, une fois le clonage de fait, vous allez faire des digestions, donc des coupures sur les produits que vous avez obtenus pour contrôler que le clonage il s'est bien fait. Et donc, ce que tu observes sur l'électrophorèse, ça va être les digestions que tu fais sur les produits que tu as obtenus. Donc, les fragments que tu obtiens après digestion. Du coup, oui. Donc, si tu n'utilises pas d'enzyme sur le plasmide, tu ne peux pas faire l'électrophorèse. Non, parce que l'électrophorèse, je sais pas si tu en as une ou pas. Après, ce que genre, je vais Ah. dessiner dans le coin. Ah oui. Ah oui. C'est ce que j'ai essayé de faire là. Alors, c'est mal écrit, mais du coup, là, j'ai essayé de refaire l'électrophorèse. Ici, cette bande-là, ça correspond au plasmide vide, et là, au plasmide recombinant. Tu vas observer comme bande, du coup, ce que vous avez dit, une bande... Ah mince, j'ai mis 500, mais c'est 490. Ah, comment j'efface? Mais Bon. du coup, en soi, si tu n'utilises pas d'enzyme, tu peux quand même faire une électrophorèse, mais ça va juste te donner un truc qui fait 5500, quoi. Enfin, ça donne zéro information. Ah ouais, tu peux pas l'utiliser non plus. Parce qu'à chaque fois, tu fais l'électrophorèse pour observer ce qui a été digéré après. En soi, tu peux obtenir une bande qui fait 5500 parce que tu auras fait une seule coupure. Oui, du coup. En vrai, te travaille pas trop l'esprit avec ça. Juste dis-toi, l'électrophorèse, à chaque fois, tu l'auras dans les expériences où tu vas faire des digestions. Donc, en soi, l'enjeu du cours et des QCM, ça va pas être par rapport à la technique d'électrophorèse en elle-même, en tout cas pas dans cette partie-là. Vu qu'à chaque fois, tu vas digérer, tu te poses pas la question de si c'est possible Ouais. de le faire sans digestion ou avec digestion. Ouais, dans tous les cas, ce qui a été fait, c'était après digestion. Du coup, là, c'est ce que vous allez obtenir si... En fait, c'est ce qu'on vous décrit dans l'énoncé, mais c'est l'électrophorèse que vous pouvez avoir avec soit le plasmide, donc ici vide, soit le recombinant. Donc, vous voyez que vous pouvez différencier les deux en regardant ces deux bandes-là qui correspondent du coup à l'insert. Parce qu'on a utilisé comme enzyme de restriction les deux enzymes du clonage. On aurait pu utiliser d'autres enzymes et comparer aussi la taille. La taille. Est-ce Ok. que c'est clair? Ok. Et les autres? Si vous avez des questions, même si c'est pas directement sur ce QCM, mais sur le clonage, etc., de façon générale, n'hésitez pas. Mhm. Ok, on passe à la suite alors. On en était où? Au D? L'item... Oh non, il bug. Ok. Du coup, le C, Il a été fait. ouais, il a été fait. C'est bien vrai. Vas-y. D. L'utilisation de l'enzyme IND3 permet d'évaluer le sens d'insertion du promoteur prokaryote dans le plasmide PECOF Pro. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok. Pourquoi? Ouais. C'est la même enzyme. Du coup, c'est un...
Non orienté, ouais. Et du coup, on ne peut pas établir le sens, il y a la possibilité de soit il s'est pas mis, soit il s'est mis à l'envers, soit il s'est bien mis. Ouais, Ok. exactement. En gros, ça va pas changer la taille, donc pas le sens d'insertion. Pour voir si vous avez bien compris, comment est-ce qu'on aurait pu ici vérifier le sens d'insertion? On aurait pu faire une digestion avec quelle enzyme de restriction pour déterminer le sens d'insertion? Levez la main, prenez la parole, n'hésitez pas. J'entends bas machin. Qui dit mieux? Pardon. Bas machin. Pourquoi? J'entends des bas machins. Toi, au fond, t'as dit bas machin. Tu pourrais développer pourquoi? Parce que c'est dans un sens, ça donnera un fragment de 100 paires de base. Si c'est dans l'autre, ça donnera un fragment de 500. Et tu utilises que bas machin? Dans ma chaîne, il y a trois. Bas machin, une des trois. Yes. Et on peut utiliser quoi d'autre? Je pense. Et SD1 avec au milieu, donc ça ne changera pas. C'est au milieu tout pile? Ouais. Ok. J'étais pas sûre au niveau du calcul mental. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que là, vous n'avez pas d'item sur ça, mais ça peut tomber. Ah bon? Ouais. Genre, en fait, je suis trop dans le futur. Ok, mais parfait. Donc, l'item E, l'utilisation de l'enzyme PST1 permet d'évaluer le sens d'insertion du promoteur prokaryote dans le plasmide PCOV Pro. C'est faux, du coup, comme il vous a dit. Il y a un site de restriction PST1, mais il est en plein milieu. Donc, en gros, que vous coupiez enfin, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ben, de chaque côté, vous allez avoir exactement le même nombre de périodes de base. Donc, ça va vous donner zéro information, quel que soit le sens. Vous n'allez pas pouvoir différencier. OK? Vous avez des questions? Et du coup, la D, elle est vraie. La D, elle était Non. fausse. C'est parce que on est dans le cadre donc, d'un clonage non orienté. Et ben, du coup, si tu fais une digestion par IND3, tu pourras pas retrouver le sens d'insertion. Parce que c'est une enzyme qui va. Ouais, c'est Ouais. non orienté. Du coup, ça ne change pas la taille, en fait. Ouais, ça te donne une information que sur la taille de l'insert et s'il est recombinant ou pas. Ouais. Je voulais rectifier un petit truc. On n'utilise pas une des trois et machin. On utilise que machin. Que bas machin? Ouais, que machin. Pourquoi? Une des trois et machin, ça change rien. On tiendra les. Mais si tu coupes avec que bas machin, tu obtiendras juste un seul fragment. Deux fragments, parce qu'il est déjà présent sur le plasmide non reconduit. Ah, bien vu. Ouais, ouais, bien vu. Je l'avais pas vu, bien vu, bien vu. Ils ont monté au tableau. Tu dis quoi? Ils ont monté au tableau, tu peux faire le corps. Ouais, de fou. Oui. Ok. Le truc de bas machin? Ok. En fait, tu peux utiliser que bas machin parce que tu as bas machin Attends, pardon. Je remets le recombinant. qui est là, donc qui va se retrouver sur ton insert, mais tu le retrouves aussi ici, donc sur le plasmide receveur. Donc, au final, c'est quand tu vas couper, si ton fragment a été inséré dans le bon sens, tu vas te retrouver avec un certain fragment avec une certaine distance. Par contre, si c'est dans l'autre sens, bah, la distance sera plus élevée, donc la taille sera différente. Attends, peut-être ça peut aider de le visualiser. Ton bas machin, là, il est à une certaine distance de IND3, donc il a 100 paires de bases. Si tu le mets dans un sens, tu auras juste un plasmide comme ça,
avec ici un site, enfin un fragment qui aura du coup une distance plus 100. OK? Par contre, si tu le mets dans l'autre sens, tu vas regarder cette partie. Donc, ce sera différent. OK? C'est clair pour tout le monde? Ok. Non, c'est pas clair? Ah. Ok, je recommence. Ok. On te demande si c'est possible avec bas machin de évaluer le sens d'insertion. En gros, si ton insert il a été inséré dans ce sens ou dans le sens opposé. Donc avec ça à la fin et ça au début. OK? Donc, tu as déjà un premier site de coupure pour bas machin qui est sur le plasmide receveur. Donc lui ne bouge pas. D'accord? Si tu l'insères dans le sens numéro 1 avec ceci qui est au début. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Tu vas pouvoir calculer un nombre de paires de bases qui séparent les deux sites de coupure. Donc, quand ton enzyme elle va digérer du coup un site, un fragment, ça va donner deux fragments, dont un avec du coup cette partie, plus cette partie. OK? Par contre, si tu le mets dans le mauvais sens, tes deux enzymes, ton enzyme elle va quand même digérer, ça va donner deux fragments. Par contre, ils ne feront pas la même taille, puisque ça, il va plus se retrouver au début, mais à la fin, entre guillemets, vu qu'on l'a inséré dans l'autre sens. Donc maintenant, ton enzyme, elle va couper là, elle va continuer, mais elle va pas s'arrêter, elle va continuer en fait sur tout ça. Donc ça va donner un truc plus grand. OK? Merci. OK. Allez. Ok, on va continuer. Bon, on va aller assez vite sur la partie cours. On va la voir en même temps que les QCM. De toute façon, le diapo, il sera disponible sur la librairie, donc vous pourrez prendre votre temps pour regarder tout ça. Ok, bon. Alors, le protocole de purification décrit ci-dessous a été établi pour purifier DS-RED, protéines fluorescentes rouges sous sa forme native, à partir d'une culture de bactéries contenant un vecteur d'expression prokaryote codant la DS-RED étiquetée 6-histidine. L'extraction des protéines est réalisée à 4 degrés dans un tampon de lyse pH égale 8. Le lysat bactérien obtenu est déposé sur une colonne de nickel et la DS-RED est éluée par une solution d'imidazole concentration 500 millimoles. Les différentes étapes de purification sont présentées dans le gel d'électrophorèse SDS page présenté ci-dessous. Cette électrophorèse a été réalisée en présence d'un agent réducteur. Item A, les bactéries productrices utilisées pour purifier la DS-RED émettent une fluorescence rouge. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? C'est bien vrai. Pareil, parce que ici, on vous dit dans l'énoncé que on a utilisé un vecteur d'expression prokaryote, et là, on vous parle bien de bactéries. Donc, c'est cohérent. Item B, les protéines exclues de la colonne ont un point isoélectrique supérieur à 8. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Oula, personne n'a répondu. Ouais, t'as mis quoi, toi? Pourquoi? Parce que on ne fait pas une chromatographie avec Voilà. on fait une chromatographie. Ouais, tout simplement parce que ça n'a aucun rapport. On n'est pas sur une colonne échangeuse de cations ou échangeuse d'anions. Là, on récupère les protéines qui sont pas en fonction du pH et du pHi, en fait. On regarde l'interaction entre la colonne de nickel et la protéine. Et ici, comme elle est étiquetée 6-histidine, elle va pouvoir s'accrocher plus ou moins à la colonne de nickel. C'est une Attends, j'ai pas envie de respoiler les items. En fait, elle a juste tout mélangé. Elle a mélangé toutes les techniques et pour Ouais. voir si vous aviez compris ou pas. Donc ici, c'est une chromatographie d'affinité. On va regarder l'interaction entre la protéine et la colonne de nickel. Et c'est possible parce qu'elle est étiquetée 6-histidine, et que ça a des interactions.
Ok, item C, la DS Red a une masse moléculaire d'environ 30 kg Dalton. Camille, vrai. Camille, faux. Ok, bon là, du coup, vous avez compris qu'il faut regarder du coup la colonne 5, la fraction éluée. Vous voyez bien que vous avez une bande qui apparaît à environ 30 kilodalton. Donc, c'est bien cohérent. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le vocabulaire élution, élué, éluant? Non? Ouais. Du Ben, coup, là, on te demande la masse moléculaire d'environ 30 kilodalton. En fait, là, tu as 5 pistes à analyser. Première, c'est marqueur de taille, donc c'est un peu les témoins. Donc ça, tu regardes juste pour comparer les masses. Deuxième, lysabactérien. Troisième et quatrième. En fait, c'est un peu la progression de ton expérience. Et ce qui t'intéresse, c'est vraiment la dernière colonne. C'est ce qui va être élué et ce qui va être retenu. Donc, en fait, c'est ce qui nous intéresse, tu vois. Donc, quand on te demande, ça fait environ 30 kg Dalton, tu vois que tu n'as qu'une seule bande qui est bien épaisse, qui est à environ 30. Du coup, c'est ça. Bah, dans la fraction de non-revenu, tu vois que tu as un peu un cagafouilla parce que tu as plein de trucs qui se mélangent. Donc, tu pourras la retrouver aussi, mais rien ne te dit que ça peut être autre chose en fait. En gros, tout ce que vous allez retrouver dans la fraction éluée, c'est votre protéine d'intérêt. Parce que vous allez jouer sur des interactions. Vous allez mettre un éluant. L'éluant, c'est ce que vous allez mettre dans les colonnes pour séparer au maximum les protéines que vous avez dans votre mélange. Et donc, la fraction éluée, c'est ce que vous obtenez à la fin. Et c'est votre protéine d'intérêt. Ok, on va passer Item D, suivant. ce protocole de purification permet d'obtenir une protéine pure à 100%. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Ok, ouais, c'est faux. Déjà parce que aucun protocole ne permet d'obtenir une pureté à 100%. Et en plus, parce que là, vous voyez déjà qu'il y a Des bandes. 2 bandes. Donc, bah, c'est pas pur. Il y a quelque chose qui a été retenu. Item E, la DSRED purifiée peut être repérée sur le gel d'électrophorèse par une fluorescence rouge. Vrai ou faux? Qui a mis vrai? Ok. Qui a mis faux? 3 t'as mis faux. On nous dit que c'est la fraction pure, enfin, vu que c'est purifié. Et dans l'énoncé, on dit que c'est cette fluorescence rouge que dans la forme native. Voilà. C'est ça. Là, attention, l'électrophorèse, en fait, ça va dénaturer les protéines, donc ça va leur donner juste, enfin, ça va les mettre sur leur forme primaire. Et donc, dans l'énoncé, on vous dit que ça fluoresce rouge que quand c'est la structure quaternaire, en fait, la forme fonctionnelle. Donc, c'est faux. Juste petite nuance, une électrophorèse, elle n'est pas forcément dénaturante. Ici, elle l'est parce que on a mis un agent réducteur. C'est dit dans l'énoncé. Et de façon générale, un SDS page, c'est dénaturant. Ok. Ah mince. Alors, QCM suivant, vous avez l'énoncé. Item A, dans une purification par gel filtration, la protéine A a un volume d'élution plus faible que la protéine C. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi vous avez mis faux? Parce qu'elle a une taille plus petite, donc elle a un volume d'évolution plus fort. Ouais. Il faut bien se rappeler que les plus gros passent en premier, donc ils ont un volume d'élution plus faible puisqu'ils mettent moins de temps à passer. Alors que les plus petits, au contraire, il va mettre plus de temps à descendre la colonne, donc volume d'élution plus élevé. Item B, la protéine B peut être purifiée en utilisant des anticorps dirigés contre l'étiquette histidine. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? C'est bien vrai. Parce que vous avez l'étiquette histidine. Ouais, là, il faut juste Donc, lire le voilà. tableau. Item C, si une chromatographie échangeuse d'anion est réalisée à pH 7, la protéine C est retrouvée dans la fraction non retenue. Alors, vrai ou faux? Faux. Faux. Pourquoi? L'anion, donc ça charge plus. Ouais. Donc la protéine, elle est retenue parce que
PHI et PHI. C'est Exactement. ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça fait appel à des connaissances de l'UE1 en biochimie. Est-ce que vous vous souvenez du petit graphe? Attendez, on va faire juste un petit point rapide dessus. Là, vous regardez le tableau, on vous donne le point isoélectrique de la protéine, il est à 4. On vous dit que la chromatographie, elle est échangeuse d'anions, donc c'est tout ce qui est chargé moins qui va circuler, et à pH 7. Donc vous avez un pH qui est plus grand que le pHI. Donc pH supérieur à pHI, ça veut dire que ça va être chargé négativement. Donc comme on est sur une chromatographie échangeuse d'anions, donc qui fait circuler les trucs qui sont négatifs, elle va être retenue. Voilà. C'est ça. Et du coup, les autres, la protéine A et la protéine B, vous allez les retrouver à ce niveau-là. Enfin, là, c'est pas demandé, mais bref. Item E, l'analyse du mélange des 3 protéines en électrophorèse SDS page en présence d'agents réducteurs met en évidence 3 bandes repérables par des masses moléculaires différentes. Qui a dit que c'était vrai? On est sur l'item E. On a zappé la D, mais on le revient Ah. dessus juste après. Ah oui. Qui a mis que c'était faux? Pourquoi? Il y en a 4. Parce qu'on nous dit dans l'énoncé, la protéine A, c'est 44 kilodaltons, la B, c'est 90 kilodaltons, et la C, c'est soit 100, soit 160 kilodaltons. Ouais. C'est ça. Enfin, ça sera les deux, du coup, parce que la protéine, elle est formée de deux polypeptides. Et ça, c'est possible parce que le SDS-PAN, vous êtes en présence, comme c'est dit dans l'énoncé, en fait, d'agents réducteurs. Si ce n'était pas le cas, vous allez retrouver 3 bandes parce que la protéine C ne sera pas dénaturée. Et du coup, on revient sur l'item D. Si une chromatographie hydrophobe est réalisée, la protéine la plus hydrophobe est éluée en premier par une solution concentrée en NaCl. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Quelqu'un saurait me dire pourquoi? Vu que c'est hydrophobe, de pas rester. Enfin, il n'y a pas de. Et le NaCl, c'est quoi son rôle dans cette technique? Le NaCl, ça va favoriser les interactions hydrophobes. Et en fait, dans cette expérience, au cours de cette expérience, vous allez diminuer la concentration de NaCl. Donc, au fur et à mesure, vous allez défavoriser les liaisons hydrophobes. Donc, à la fin, ce qui restera, ce sera les molécules les plus hydrophobes. Parce qu'ils auront besoin d'avoir une concentration de NaCl la plus petite possible pour pouvoir se séparer. C'est clair? C'est où que ça coince? NaCl, attends, NaCl, du coup, ça mange les interactions hydrophobes. C'est ça. Plus ça s'accroche, ça veut dire quoi? Plus t'en mets, plus ça s'accroche. Mais du coup, dans l'expérience, le but, c'est de diminuer progressivement la concentration de NaCl. Et ça implique que donc plus tu diminues, plus tu vas réduire les interactions hydrophobes. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça Ouais, parce que là, c'est une chromatographie hydrophobe. Ça aurait été différent si c'est hydrophile, mais ici, c'est hydrophobe. Ok, on va passer à l'exercice 3, le dernier. Attends, je sais plus où je suis là. CQCM, Adal Maraîcher. Et là, il y a l'énoncé. Vas-y, attends, juste stop. Ok. Avant de passer à la suivante, est-ce qu'on pourrait expliquer la E? Le thème E. Ok, attends, je vais le remettre. Du coup, on te dit en présence d'agents réducteurs. L'agent réducteur, il va séparer toutes les sous-unités de la protéine. Et si tu regardes le tableau, ta protéine C, on te dit qu'elle est formée par 2 polypeptides. Donc, elle a 2 sous-unités. Donc, quand tu utilises un agent réducteur, ça ne va pas donner un fragment, enfin une bande, mais plutôt 2. Donc, au total, quand tu auras séparé mesuré tes protéines A, B, C, tu vas avoir une bande qui correspond à la protéine A, une qui correspond à la protéine B. Par contre, pour la protéine C, tu auras 2 bandes. Voilà. Et chaque bande correspond au poids moléculaire de ta sous-unité.
Du coup, là, sur ton SDS page, tu retrouveras une bande à 44 kilodalton pour la protéine A, une à 90 kilodalton pour la B et une à 100 et une à 60 pour la protéine C. Ouais. Ah oui, oui, vas-y, pas de problème. Ok, on va passer du coup. Au dernier QCM, on va essayer Non, d'aller attends, je crois que j'ai tous. Non, c'est bon. Vous avez rien vu? Alors. L'item A. Ces résultats montrent que la protéine COF2 recombinante est capable de se fixer sur les billes de nickel. Qui a mis vrai? Au revoir. Qui a mis faux? Ok. Effectivement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on met la protéine COF2 en présence de billes de nickel, donc ce qui correspond à la troisième piste, on voit bien qu'on détecte la protéine COF2 ici. Ce qui veut dire que le nickel et COF2 interagissent ensemble. Voilà. Et en plus, on vous le dit direct dans l'énoncé qu'il y a étiquette histidine sur COF2. Donc forcément, ça va se fixer au nickel. C'est le cours. Ok. Item B, ces résultats indiquent que la protéine Z se lie au billes de nickel. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi vous avez mis vrai? Vous voulez prendre la parole? La piste 4, enfin, on voit que c'est la protéine Z avec du glucosidone. Je sais pas ça. Si, c'est Ouais, ça. c'est ça. Quand on met billes de nickel et protéine Z, ça. bah, il se passe la même chose, c'est bien détecté. Donc, ça veut dire que ça reconnaît. Item C, ces résultats montrent que les protéines X, Y et Z interagissent avec COF2. Qui a mis vrai? Qui a mis faux? Pourquoi t'as mis faux? T'as pas le... Oh, ok. Et toi? Il y a un moment que Z interagit avec COP2 parce qu'elle se fixe aussi sur les billes de nickel sans Ouais. COP2. C'est ça. Entre les CY. Sans... Quand il se fixe pas sans COP2, donc C'est pas le cas pour Z en fait. C'est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? Ok. En gros, dans ce genre d'exercice, vous devez regarder les conditions à chaque fois de votre expérience. Donc, chaque condition correspond à une piste différente. Dans la première condition, vous allez mettre que les billes de nickel sans autre chose. C'est des expériences témoins, enfin, c'est des pistes témoins. Ici, vous voyez aucune bande, donc vous détectez rien. De toute façon, enfin, c'est ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de COV2 ni d'extrait cellulaire. Dans la piste 2, vous allez mettre uniquement COV2 et extrait cellulaire, Mais pas de nickel. pas de nickel. Donc pareil, vous vous attendez à rien voir parce que il n'y aura pas d'interaction, on ne pourra pas détecter quoi que ce soit. Donc s'il y avait une bande, ça aurait été problématique. Dans la piste 3, vous allez mettre des billes de nickel et le COV2. Donc ici, c'est pareil, c'est un témoin parce que vous détectez bien COV2. Donc cette piste te permet de dire que COF2 et nickel interagissent ensemble. Parce que quand tu as COF2 mais que tu n'as pas de nickel, tu vois rien. Piste 2. Alors que quand tu as les deux, tu vas détecter quelque chose. Et pareil, on s'y attend parce que il y a l'étiquette cystidine. Donc s'il n'y avait pas la bande, ça aurait posé problème. Donc pour l'instant, tout est OK. Et ensuite, pour la piste 4, vous allez mettre les billes de nickel et l'extrait cellulaire. Et donc ici, vous vous attendez à observer une bande dès lors que vous avez une interaction entre les billes et le nickel. C'est exactement comme voilà. COF2, mais du coup avec la protéine Z. Et ça, ça enfin, implique que ça va interagir sans passer par COF2 vu que vous n'avez pas mis de COF2 ici. Donc c'est une interaction qui est indépendante du plasmide. Et pour la piste 5, vous avez toutes les conditions et vous détectez toutes les bandes. C'est plus clair? Ok. On va passer. Alors attends, on était à l'item C. On l'a fait. L'item D. Ces résultats confirment que la protéine COF2 a une masse moléculaire de 55 kilodalton. Donc là, pareil, pour lire, il te suffit de regarder la masse moléculaire. On te demande 55, tu regardes à quoi ça correspond. Tu vois que c'est bien COF2. Donc,
C'est vrai. l'item est vrai. Et enfin, l'item E, cette expérience montre une interaction directe entre protéines XY avec COP2. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Pourquoi vous avez mis vrai? Vas-y. Parce que quand il n'y a pas CO2, enfin, on voit que quand il y a les pompes de nickel et l'extrait des cellules sans COP2, il n'y a pas de présence de XY, mais il y a présence de zone système d'avance. Et quand il y a COP2 de nickel et extrait des cellules, on voit qu'il y a XY. Du coup, COP2, on sait qu'il se fixe sur les pompes de nickel, donc XY se fixe sur COP2. C'est pour ça que c'est Alors attention, là, l'item, il est faux. Parce que certes, tu vas avoir une interaction comme entre X et Y avec COP2. Rien ne te dit qu'elle est directe. Il peut très bien avoir un intermédiaire en fait qui va permettre l'interaction. Voilà. Du coup, attention toujours avec les trucs très directs. C'est problématique. Rien ne te le prouve sur le schéma. Mais en soi, tu avais raison. Enfin, tu peux avoir raison, juste on n'en sait rien. Il aurait fallu une expérience complémentaire pour en être sûr. Vous avez des questions? Non. Ah, avant de partir, il faut scanner. Ah oui, s'il vous plaît. Ça va.